Ça vous dit rien du tout, la juste place des émotions et des peurs, ça vous dit rien? Ce sont pour moi pas des interrupteurs, mais comme des signaux C'est des alertes. d'alerte sur quelque chose. Quand une émotion du coup, se déclare, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a été touché, donc c'est un signal d'alerte. Ouais. Négatif, du coup. Oui, Sylvie? Je dis pas forcément négatif, non? Oui, pas forcément négatif, oui, parce qu'une émotion est une émotion. À la base, c'est une énergie. C'est pas forcément positif ou négatif. Oui, mais le mot alerte n'est pas adapté, mais je trouve pas l'autre mot. Ok. Ouais, effectivement, c'est un signal qui dit que quelque chose est en train de se passer. Et que le petit moi est en train de se dire, il y a quelque chose qui m'arrive à moi, et j'aime ou j'aime pas. D'où l'émotion positive ou négative. Mais ce qui est en train de se passer, ça se passe par rapport à moi. Et la peur, la peur, c'est une forme d'émotion, c'est une façon de se protéger. une façon de se protéger. Une émotion qui n'est pas gérée. Une peur, c'est une émotion qui n'est pas gérée. C'est avant tout une... J'ai pas compris. C'est avant tout une réaction. Une réaction à quoi? Une réaction à une intrusion. Ou un danger. Un danger, oui. Ou un risque ou... Ok. Mais là, on parle d'une peur, comme là, par exemple, on peut avoir la peur du virus, par exemple. On peut avoir la peur de l'attraper et d'en subir les conséquences. On peut avoir peur de ce qui se passe après tout ce confinement, si ça dure trop longtemps, économiquement, etc., etc., etc. Mais ça, c'est une peur qui est nourrie par qui vient toucher, quand on connaît les chakras un peu et les émotions qui sont dedans, c'est une peur qui vient toucher une peur plus existentielle, qui est au niveau du centre, du chakra de la base. Et ça, on peut tous plus ou moins avoir. Mais c'est plus ou moins fort pour certaines personnes. Même si tout le monde est peut-être un peu inquiet de comment ça va être après, voilà, plus ou moins, à différents niveaux, pas que financiers, à différents niveaux. Tout le monde n'est pas autant touché par cela, à ce niveau-là, de cette peur-là, de cette peur existentielle, en réaction. Mais on reviendra sur les peurs. Est-ce que les peurs... Moi, je disais, ça dépend du niveau de conscience qu'on a, quoi, que chacun a. On n'est pas tous au même... on n'a pas tous le même niveau de conscience. Oui, tout à fait. Et pourtant, même des personnes qui peuvent avoir une conscience très élevée, si elles peuvent avoir une grande peur de ce qui va se passer, de ne pas avoir assez d'argent, etc. pour après. Ça se peut aussi, même si ce sont des personnes spirituellement, on va dire, ou une conscience plus ou moins élevée. Donc, on va voir un peu pourquoi cela se fait. Hein. Donc,
on voit bien qu'on a des peurs en réaction face à, mais il y a aussi des peurs qui sont bien plus profondes et qui n'ont pas forcément en réaction face à, qui peuvent créer des réactions, mais qui ne sont pas forcément une réaction par rapport à, mais plutôt quelque chose qui est ancré en nous. Hein? Personnellement, par exemple, je n'ai pas peur de manquer d'argent. Même s'il y a eu des moments où je n'ai pas du tout eu, mais je n'ai pas peur de ça. Ça peut m'inquiéter à certains moments, si je me trouve sans emploi et que j'ai plus rien à la banque. Là, je peux me dire quand même comment je vais faire, mais je continue. Tandis que certaines personnes qui ont réellement peur de manquer, de ne pas avoir assez d'argent, vont avoir ça tout le temps, même quand ils en ont. Hein. Donc voilà, on voit que certaines peurs sont une réaction à, j'ai pas d'argent sur mon compte, je vais avoir peur, et je n'ai pas de travail et je ne sais pas comment payer mon loyer, etc. Là, je peux me dire, ok, là, j'ai une certaine peur, mais elle est logique, c'est une peur de survie. Mais certaines personnes ont aussi peur de manquer, même s'il ne se passe rien dans leur vie. Donc on voit bien que les peurs, ça peut être à différents niveaux. Voilà. On approfondira ça après. Ok, donc les émotions sont là pour nous dire quelque chose. Et les peurs, du coup, ce sont des réactions à. Certaines peurs sont des réactions à quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais une réaction à quoi, du coup? Donc, pour nous protéger de quoi? Pascal, tu disais des émotions qui ne sont pas gérées. Est-ce que tu peux en dire plus? Je sais pas, quand on perd le contrôle, en fait. Quand on perd le contrôle? Ouais, qu'on se laisse envahir. Par les émotions. Ouais. Et ça peut créer une peur. Ouais. Du coup, la peur, là aussi, est une réaction à. Est une réaction à un trop-plein d'émotions. C'est ça? Ouais. Ouais. Ok. Très bien. Bon, on approfondira ça un petit peu tout à l'heure par rapport aux émotions. Une autre personne voulait dire quelque chose? On va passer au prochain. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. Quelles sont les utilités? Quelle serait du coup vraiment l'utilité qu'on ait des émotions, qu'elles soient positives ou négatives? C'est quoi l'utilité? Je trouve que c'est de voir ce qui fait écho en nous. Voir ce qui fait écho en nous. On se fait surprendre par quelque chose qu'on entend, des échanges ou des discussions qu'on peut entendre, et tout d'un coup on a une émotion parce que c'est quelque chose qui nous prend vraiment, je trouve. Comme si on était de cœur avec, des fois, mais même il y a une grande émotion. Ok. Ok, donc ça serait pour dire en fait quelque chose qui vient jouer sur ce qui m'arrive à moi. C'est ça? Non, c'est pas ce qui arrive justement, c'est comment dire, c'est comme si quelque chose ça surprend. Moi, je sais qu'en ce moment, quand il y a vraiment comment dire, même dans les mantras ou dans quelque chose qui est en écho avec la fraternité, j'ai souvent beaucoup d'émotions. Comme comment dire, ne serait-ce que la solidarité, que les gens s'aident vraiment. Il y a quelque chose où le cœur est vraiment... on dirait que le cœur, on peut le toucher, là, que les gens, ils peuvent coopérer et qu'il y a vraiment un lien. Et ça, je trouve que, ouais, ça me touche. Ok, donc ça te touche, ça te crée une émotion. Enfin, pas forcément à chaque fois, mais je sais que ça me touche, oui.
Ok. Ça crée une émotion qui est du coup plutôt positive, et qui vient nourrir ou qui vient te montrer quoi? Bah, que c'est possible. D'accord, donc c'est comme un encouragement. Ouais. Ça vient réconforter quelque chose en toi. Ouais, la foi, enfin quelque chose qui est fort, je trouve. Ok, très bien. Donc une émotion est quelque chose qui vient du coup te dire que dans cette émotion-là vient te dire qu'il y a quelque chose qui vient se reconforter en toi, que tu trouves une certaine paix, une certaine sécurité dans ce qui se passe. Ouais. C'est la Dans les- partie, je trouve. Donc il vient bien te dire quelque chose, Ouais. qu'il y a quelque chose qui se passe pour toi. Eh ben oui, je pense. En fin de compte, c'est comme s'il y a quelque chose, comme un espoir, ou je sais pas. Et enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui est possible. Enfin, quelque chose de plus grand, de plus. Comment expliquer? Il y a beaucoup plus d'humanité, de cœur. Ouais. Moi, je ressens ça. Ok. Et du coup, j'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai pas des peurs qui me prennent. J'ai Mhm. peur dans ma vie pour plein de choses. Et là, Oui, oui. Là, non. Ok. Donc, c'est intéressant de voir que là, les émotions que tu as, ce sont des émotions qui viennent te reconforter ton petit moi. ouais, Hmm? ouais, c'est ça. Ok, très bien. Les émotions sont utiles pour quoi d'autre? T'en parlais, Marion? Oui, elles nous apprennent quelque chose euh, sur la façon dont on vit un événement. C'est-à-dire que quelque chose va arriver, mais on ne va pas tous le vivre de la même manière. Moi, par exemple, ça va me faire peur. Quelqu'un d'autre, ça ne va pas le toucher du tout. Quelqu'un d'autre, ça va le rendre triste. Je n'ai pas un exemple, Mhm. mais ça nous apprend quelque chose sur nous, en fait. Mhm. Ça permet de mettre en relation ce qui se passe avec nous-mêmes. Ouais, ça permet, c'est intéressant ce que tu dis, Patricia. Du coup, les émotions nous permettent de voir comment on est en relation avec ce qui se passe. Hein? Si j'ai pas d'émotion avec ce qui se passe, ça me touche pas, que ça soit positif ou négatif. Ça me touche, je suis triste, ça me touche, je suis en colère, ça me touche, je suis en sécurité, ça me touche, je suis heureuse, ça me touche. Donc on voit que l'événement de l'extérieur vient faire quelque chose pour moi. Peut-être pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi. Et les émotions nous alertent là-dessus, nous alertent. Nous sont comme le voyant qui nous disent, ben oui, effectivement, on a quelque chose qui est en train de se passer à ce niveau-là, pour moi. Et quand on entend les 4 accords Toltec, où on dit ne rien prendre, un des 4 accords Toltec que je trouve pour moi personnellement le plus intéressant, c'est de ne rien prendre personnellement, parce que si on ne prend rien personnellement, tout le reste en découle. On ne fait pas de suppositions, etc. etc. Si on ne prend rien personnellement, ça voudrait dire que tout ce qu'on vit dans la vie, on n'aurait pas d'émotions qui vont surgir, ni positives ni négatives. Simplement, on observe ce qui est, parce que ça ne me touche pas personnellement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est cool. C'est possible. Une émotion quand il se passe quelque chose, ça nous met en relation quelque part, mais justement savoir la lire et d'en prendre conscience et de se dire, bon, voilà, j'ai cette émotion et alors pourquoi? Et la reconnaître pour pouvoir justement prendre de la distance par rapport à elle, se dire non, je ne surréagis pas et je ne mets pas en branle
corps mental qui va interpréter, etc. La distance. Si on n'a pas l'émotion, on ne saura pas le faire. Ouais. Si on a une émotion, on est obligé d'observer ce qui se passe parce que ça a à voir avec moi. Et ça nous permet du coup de dire « Ah ben tiens, j'ai encore quelque chose à travailler. » Parce que ça me touche encore. Si ça ne me touche pas personnellement, bah du coup, j'ai plus ça à travailler. Si quelqu'un dit quelque chose et que moi, ça me blesse tout de suite, ben, du coup, je vois qu'à ce niveau-là, j'ai encore à travailler. Par exemple, on va me parler de mes cheveux gris et on dit que c'est moche et que ça me vieillit et que c'est pas beau d'avoir les cheveux gris, etc. Si moi, ça me touche, ça veut dire que j'ai encore quelque chose à travailler par rapport au regard de l'autre, concernant mon physique. Ça vient simplement me dire ça. Ah ben tiens, ça m'a touché ce qu'il a dit. Ça m'a touché parce que, ou ce qu'elle a dit, parce que du coup, ça me touche personnellement par rapport au regard que j'ai sur moi. Du coup, je sais que c'est ça que j'ai encore à travailler. C'est pas la faute de l'autre. Même si je peux lui dire, bon, maintenant c'est bon, ça suffit, t'en as assez dit, mais de pouvoir dire cette émotion-là, et là, pour me dire que j'ai un travail à faire au niveau de l'orgueil, au niveau par rapport à mon regard, par rapport au jugement des autres, ce que les autres peuvent penser de moi, j'ai un travail à faire là-dessus. Mais, si on me dit, tes cheveux gris, c'est super beau, c'est génial, c'est super, il ne faut pas que tu changes, ça te rajeunit, ça te fait ci, ça te fait ça. Du coup, j'ai aussi une émotion, une bonne émotion sur moi. Qu'est-ce que ça montre sur moi? Ça gonfle l'ego, du coup. Ah ouais. On le ressent positivement, mais en fait, c'est... Ouais. Ouais, je me nourris encore du positif, là. C'est bien, j'ai gardé mes cheveux comme ça et je vais voir qu'ils sont toujours bien coiffés, etc. Parce que on me dit que mes cheveux sont bien. Moi, j'aimerais bien les teindre parce que j'en ai marre des cheveux gris, mais tout le monde me dit qu'ils sont beaux, donc je vais les garder. Du coup, c'est le même message, en fait, que ça soit négatif ou positif. Absolument. Absolument. Parce que je peux être offensée de ce qu'on me dit sur mes cheveux, comme je peux le prendre comme un compliment, et du coup, ça peut me rehausser. Voilà, mais il y a les deux. Et peut-être que je ne suis pas du tout offensée, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent sur mes cheveux, mais quand on me dit qu'ils sont beaux, moi, ça me fait quand même quelque chose. Ben, du coup, je vois aussi que au niveau de personnalité, j'ai quelque chose à travailler. Oui. Oui. Dans le sens où quand ça te fait quelque chose positivement, c'est que quelque part, du coup, l'extérieur remplit. Tu as encore besoin de l'extérieur pour remplir quelque chose. Il y a un besoin qui n'est pas comblé puisque, comme, par exemple, ça pourrait être le besoin de reconnaissance, je ne sais pas, voilà, ou autre chose, mais voilà. Et que du coup, toi-même, tu ne te suffis pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que moi-même, je ne me suffis pas. Ça veut dire que j'ai quelque chose à travailler à ce niveau-là. Après, le comment, le pourquoi ne suffit pas, tout ça, c'est à voir après plus loin, quand je vais m'auto-coacher ou quand je vais voir quelqu'un qui m'aidera à faire ça. Mais être encore, comment dire, me nourrir quelque part ou aller chercher des compliments veut dire que émotionnellement, je viens nourrir quelque chose à l'intérieur de moi. Voilà. Peu importe la raison intérieure après, ça c'est un autre travail. Mais simplement déjà d'observer que ça soit positif ou que ça soit négatif. Et on dit, quand on évolue au niveau du sur le chemin spirituel, il est dit
de ne pas donner pas dénigrer une personne, pas faire des critiques, de ne pas être nocif pour la personne. Et quand on pense de ne pas être nocif pour la personne, on ne peut pas donner de critique, on pense toujours à une critique négative, qu'on est nocif à ce niveau-là quand on va tirer une personne en bas. Mais on peut aussi être très nocif pour une personne en lui donnant des compliments. C'est pas la même chose que d'encourager une personne que de donner des compliments. Quand on va dire à une petite fille, t'es belle, t'es belle, t'es belle, t'es belle, et on dit qu'elle est belle, et c'est vrai qu'elle est très belle, et tout le monde, et elle grandit, elle est belle, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est belle, peut-être que, il dépend après aussi ce qui se passe autour, mais peut-être que, effectivement, ce qui va se jouer après pour elle, c'est qu'elle va jouer sur sa beauté, pas sur autre chose. Donc c'est nocif si on n'arrête pas de nourrir ça. On va bien l'habiller, on va faire ses cheveux bien, on va faire comme ça, on va faire comme ça, regardez comme elle est belle, on va prendre des photos, etc. Ça peut jouer là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Comment les émotions peuvent être, comment les compliments peuvent être positives ou négatives, mais quand même venir nourrir l'ego de la personne au niveau des émotions, des bonnes émotions du coup, ou des émotions qui tirent vers le bas. C'est intéressant de voir ça comme ça du coup, hein, les émotions. Parce qu'on n'y pense pas, on pense que les bonnes émotions c'est bien. Ou faire des compliments c'est bien, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais dire à une personne, tiens j'aime bien ta coupe de cheveux. C'est pas ça. Mais ça veut aussi dire que ils sont en train d'applaudir dehors. Vous voulez applaudir? Vous voulez sortir applaudir? Oui. Ça fait de plus en plus de bruit. Ok. Ok, on va continuer avec les questions. Attends, une petite minute. Oui. Alors, en finalité, c'est quoi l'utilité des émotions? On va revenir un petit peu plus là-dessus après, de comment réellement ils sont là. D'accord? Là, on est en train de déjà voir qu'effectivement, il y a quelque chose. Les émotions sont là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui vient toucher notre ego, notre moi. Et encore une fois, que les émotions soient positives ou négatives, elles viennent toucher quelque chose qui est en relation avec moi. Quand vous regardez un film et que ce film vous touche émotionnellement, genre le papa qui prend le fils enfin dans les bras après tant d'années, et ça me touche et je pleure. Mais pourquoi? Ça vient toucher quoi en moi? Ça vient toucher le fait que mon père ne l'a jamais fait avec moi, ou j'aimerais bien avoir cette relation avec mon père, ou j'aimerais bien avoir cette relation avec ma mère, avec mes parents, j'ai jamais pu vraiment avoir cette relation-là. Donc du coup, ça vient me toucher moi personnellement. Mais si moi j'ai aucun problème avec ma famille, tout ça, ben, pas de souci, je pleure pas. Et quand on a tous regardé La petite maison sur la prairie, dans la prairie, il y en a pas mal qui ont pleuré en regardant ça, mais parce que c'était la petite famille modèle qui n'aurait pas rêvé d'avoir un papa, une maman et frères et sœurs comme ça, aussi super, aussi génial, qui nous soutiennent, voilà, on peut vraiment compter sur eux, etc. Et oui, ça fait pleurer parce qu'on n'a pas eu ça. Et du coup, ça nous touche. Vous voyez comment ça fonctionne? Les émotions viennent nous dire que quelque chose qui s'est passé vient me toucher parce que ou je suis en manque, ou il y a quelque chose qui... Voilà, ça vient me toucher moi personnellement.
C'est là où le travail peut commencer, en disant, bah, tiens, je pleure devant la petite maison dans la prairie, surtout quand c'est le papa qui prend les enfants dans les bras et qui s'en occupe, bah, peut-être que j'ai un problème par rapport à, j'ai un manque quelque part ou quelque chose qui vient toucher par rapport à mon père. C'est comme ça que ça fonctionne. OK? La prochaine question, comment les apprivoiser? Déjà, est-ce qu'il faut les apprivoiser? C'est quoi apprivoiser? Ne pas se laisser submerger. Faut les écouter déjà. Apprendre à les écouter, pas mal, ouais. Déjà les reconnaître et les écouter. Alors, il ne faut pas tous parler en même temps parce qu'après on n'entend pas. Donc, apprendre à les écouter. Ensuite, Les reconnaître. reconnaître. Ne pas être affecté. Être affecté. Ne pas être affecté. Et surtout pas les mettre en sourdine parce que c'est là où ça renforce. Hein, ça, ouais. Pas sourdine, donc pas les inhiber. Hein. Il faut les accepter, quoi. Accepter. Les accueillir plutôt. Accueillir. Et Patricia avait dit ne pas se laisser submerger. Oui. OK. Et pas lutter aussi. Pas lutter. Pas lutter. Pas lutter contre. OK. Est-ce que vous avez déjà eu des émotions qui sont tellement fortes, comme ça, d'un coup, ça vous prend d'un coup et vous êtes submergé? Même si vous savez qu'il ne faut pas, même si vous connaissez toutes les techniques qu'il faut pour ne pas être submergé par eux, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Même si on médite, même si on a fait des études pour, même si on sait très bien, même si... Ah ben non, il y a des moments où on est submergé. Et pas pour une minute, parfois ça dure longtemps. Même si on sait qu'on est submergé, ça dure quand même. Donc c'est pas si facile que ça de dire ne pas être submergé. C'est beaucoup plus, ou de ne pas être affecté. Est-ce qu'on peut ne pas être affecté des émotions? Si on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, que l'émotion est là pour me dire qu'il y a quelque chose en moi au niveau de la personnalité qui a été touchée, forcément, je suis affectée par l'émotion. C'est ne pas être trop affecté, quoi. Oui, et pourtant, c'est pas aussi facile que ça. C'est parce qu'une émotion est là, parce que ça vient me toucher. Donc, tout dépend. Oui, je ne vais pas être très affectée si c'est un petit gamin qui me dit « j'aime pas tes cheveux » que si c'est mon mari qui me dit « j'aime pas tes cheveux ». Voilà, j'aurais pas, ça m'affectera pas la même chose, mais ça m'affectera. Ouais, donc le degré d'affectement est différent, donc pas trop affecté, tout dépend de ce qui se passe, tout dépend du contexte. Ça dépend de comment on va réagir derrière, en fait. On va rebondir dessus et juste l'utiliser ou juste laisser submerger. Soit l'un, soit l'autre, je ne sais pas. Est-ce que parfois on a le choix? Est-ce que ce serait pas de... Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend.
Est-ce que ce serait pas de prendre conscience de ce que ça éveille en nous, de ce que les émotions éveillent en nous pour pouvoir ensuite les, enfin, comment dire ça, les relativiser ou les gérer d'une façon raisonnée? Donc, voir ce que ça réveille en nous pour pouvoir utiliser les émotions d'une manière raisonnée. Pas les utiliser, mais apprendre à les apprivoiser, pour moi, ce serait d'apprendre à bien se connaître, déjà, à très bien se connaître, à savoir ce que des émotions, et quand on reçoit une émotion, de pouvoir dire, bah, si je reçois cette émotion-là, qui me provoque de la tristesse, de la colère, enfin, peu importe. Justement, comme on se connaît bien, de pouvoir, bah, justement, voilà le mot, les apprivoiser et avancer avec et vivre avec sans être trop affecté. Tout à fait. Il y a simplement le trop affecté qui pour moi dépend de l'événement qu'on a vécu. Okay. Hein? En 2008, j'ai eu un ami qui est décédé en accident de voiture. Même si j'ai a priori pas peur de la mort, même si il était lui-même spirituel, etc., même si je savais très bien ce qui se passait et tout ça, ok, mais j'étais affectée. Et j'ai été submergée par mes émotions. Et j'ai pas pu me battre contre ou j'ai pas pu arrêter. Ça a duré le temps que ça a duré. Et c'est pas passé en 1 heure, pas passé en 2 secondes. Ça a pris du temps. Même si je savais derrière tout, et voilà, il y avait pas de. Mais j'ai eu besoin de vraiment toucher cette émotion pour voir après ce que ça me faisait à moi. Donc j'étais submergée. Et qu'est-ce qui était trop submergé ou pas assez submergé? C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Parce que certaines personnes disent, mais combien de temps, par exemple, il faut faire un deuil? Combien de temps il faut être submergé par l'émotion ou être affecté par l'émotion ou pas? Alors, si mon chien meurt, ça prend autant de temps. Si mon cochon d'Inde meurt, ça prend autant de temps. Si mon papa meurt, voilà. Donc, il n'y a pas de le truc de affecté, pas trop affecté. Je pense que ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Voilà. Mais simplement dire ça affecte sans jugement. On est affecté ou pas? On est affecté. Il n'y a jamais trop ou pas assez. Je vous dis ça parce que j'ai une fois eu une personne que j'ai vue qui avait une grosse angoisse. Et en fait, quand on est allé chercher derrière, il y avait une grande tristesse. Et en fait, cette tristesse était venue à l'époque, elle devait avoir 18 ans, 17 ans, un truc comme ça. Là, elle avait 10 ans de plus, où son chien était mort. Et en fait, le chien était vraiment quelqu'un de la famille, il avait toujours été là. Et pour eux, c'était vraiment tout le monde. Voilà, c'était un membre de la famille. C'était pas simplement le chien qu'on promène. Voilà, c'était un membre de la famille. Ils étaient très proches. Ils étaient tous très proches déjà en tant que famille. Et le chien, il en faisait partie. Et quand le chien est décédé, et quand elle est arrivée à l'école après, elle a dit, elle pleurait parce que le chien est mort, elle dit, oh, c'était qu'un chien. Genre, c'est bon, là, tu peux arrêter de pleurer, là, ça fait 2 jours que tu pleures. Et donc, du coup, elle a arrêté. Elle pensait qu'elle n'avait pas le droit, pour un chien, d'être autant affectée. Et ça a entraîné des angoisses de devoir ressentir des émotions trop. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est quoi trop? Ok. Oui, Marion? Peut-être que effectivement, je comprends ce que tu dis. Ce qui est dit, effectivement, de ne pas être trop affecté ou quoi.
Mais c'est de ne pas se laisser… Ah non, bah rien en fait. Non, mais il y a l'histoire de moi de ne pas se laisser contrôler par l'émotion. Je ne sais pas comment dire ça, mais en même temps, à un moment, quand on est triste, enfin voilà, quand il nous arrive quelque chose et que l'émotion elle est là, quoi. Donc, c'est pour ça que du coup, je m'arrête parce que. Et c'est pour ouais. C'est ce que Pascal disait quelque part, c'est de les accueillir. Et accueillir ce qui est sans aucun jugement. Parce que si je mets un jugement sur une émotion, ça veut aussi dire que j'ai une émotion qui va réagir par rapport à l'émotion que j'ai au départ. Oui. Par exemple, je pleure parce que mon cochon d'Inde est mort. Mais ça fait déjà une semaine, je pleure encore, j'en ai marre, je ne devrais pas, je ne suis pas adulte et je m'en veux. Et du coup, je vais créer une autre émotion parce que je suis en colère, parce que je me laisse tellement envahir par cette émotion que je ne devrais pas, parce que je suis adulte quand même et je ne devrais pas pleurer comme un enfant pour mon cochon d'Inde. Du coup, je vais créer une émotion encore en plus. Il y a en plus, là maintenant je suis en colère, mais je suis en colère, j'ai appris qu'il ne fallait pas être en colère, donc du coup, je vais créer une autre émotion pour et ainsi de suite. Donc, le jugement que j'ai par rapport à comment je gère l'émotion génère d'autres émotions qui créent tout un brouillard émotionnel. Et là, pour s'en sortir, c'est bien plus compliqué. Les émotions sont là pour être vécues, pour commencer déjà, pour être vécues. Point. Et personne peut nous dire qu'il faut pleurer 2 jours ou 30 jours, qu'il faut être en colère 1 an ou 10 ans. Personne ne nous dit ça. C'est à nous. Le choix nous appartient après. Dans ce que tu dis, c'est-à-dire même du coup la réaction que va provoquer la colère, c'est-à-dire l'acte qui peut en découler, c'est-à-dire les comportements qu'on peut avoir. Oui. Oui. Si j'ai une émotion et que je m'en veux d'avoir cette émotion-là parce que je ne devrais pas avoir cette émotion-là parce que quand même. Je parle pas de ça. Je parle quand tu juges l'émotion, sans juger ton émotion. Ouais. La première. Tu inclus dedans le comportement que tu vas avoir. Par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, moi, tu es en colère pour quelque chose, je ne sais pas quoi, du coup, tu cries sur les autres autour de toi, ou tu casses des trucs, ou est-ce que tu inclus ça dedans? Oui. Oui. Okay. Au premier abord, c'est déjà accueillir cela. Est-ce que c'est mieux d'aller courir quand tu as une colère ou de casser des assiettes quand tu as une colère? Ça dépend. Hein. Et voilà. L'un n'est pas mieux que l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Ça dépend de ce qui se passe en fait. Ça, absolument. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Oui, je parlais pas, oui, mais je parlais pas d'avoir de jugement par rapport à… Oui, non, mais je sais bien. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas un jugement à avoir avec ça. Après, plus on évolue et plus on commence à comprendre comment cela fonctionne et que en fait, les émotions sont là pour me dire qu'il y a quelque chose qui vient me toucher moi, ça, la connaissance peut nous aider à sortir plus rapidement des émotions. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est de dire, mais là, en fait, je suis tellement en colère que je pourrais te tuer. Et j'accepte ça. Et pas, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, vite, je vais aller prier à l'église parce que qu'est-ce que j'ai dit là? Non, c'est ce que je ressens. C'est ainsi. C'est OK. Ressentir ne veut pas forcément dire je passe à l'acte non plus, mais j'accueille, comme dit Pascal, j'accueille.
Oui, mais c'est ça. Ouais. Je pense même en fait qu'elle diminue fortement leur implication externe ensuite. C'est-à-dire que plus on va les accueillir, au début, bien évidemment, ça peut être très violent, mais plus on va les accueillir, moins elles auront besoin de justification extérieure. Oui, tout à fait. Les apprivoiser, c'est aussi ce qu'on en fait, c'est qu'on les accueille, on les exprime, et après se dire bon, bah, ok, j'ai constaté, il se passe ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça me dit? Tout à fait. C'est ça finalement les apprivoiser, c'est qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Je fais derrière avec. Tout à fait. Et c'est ça, c'est vraiment ça, apprivoiser, c'est déjà commence à les accueillir. Elles sont là. Si elles sont là, c'est forcément qu'elles ont quelque chose à m'apporter. Ce n'est pas quelque chose de négatif d'avoir une colère, comme ce n'est pas quelque chose de négatif d'avoir une joie. Les deux sont là pour me dire quelque chose. Je mange une glace, je suis contente. Ça veut dire que ma personnalité aime manger des glaces, que moi, personnellement, j'aime les glaces. Par contre, quand il fait froid, j'aime pas ça, ça veut dire que je n'aime pas le froid. C'est ça que ça vient dire sur moi. Hein? Quand j'ai j'aime pas, ça vient dire quelque chose sur moi. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que je peux changer ou pas? C'est ça aussi, après, l'apprivoiser, de voir qu'est-ce que je peux changer. S'il fait moins 30 et que j'habite au Canada, ben, il fait moins 30 et ça va durer 6 mois et c'est comme ça. Si j'ai envie de changer vraiment quelque chose par rapport à ça, parce que je n'aime pas le froid, je déménage. Ouais. Mais d'abord, il faut déjà que j'accueille le fait que, et pourtant, et pourquoi, j'aime pas le froid, j'habite au Canada, je devrais pas, non. Quand j'étais habitée il y a longtemps, quand je suis arrivée en Ardèche, un jour, on rentrait dans la maison qui n'était pas encore tout à fait bien rénovée, qui n'est pas du tout rénovée même. Et quand on rentrait, moi j'avais le bébé dans les bras, mon ex-mari qui rentre avec une lampe de poche, parce qu'on n'avait pas encore les lumières partout. Et il rentre avec son pied par terre, il tape son pied par terre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais il y a un scorpion. Je dis, un scorpion, n'importe quoi, un scorpion ici maintenant. Ah, un scorpion noir. On rentre, on allume la lumière et effectivement, il y avait les petits scorpions noirs qu'ils ont en Ardèche. Et là, moi, j'ai dormi pendant une semaine avec la lumière allumée. En fait, j'ai pas vraiment dormi, j'ai dormi avec les yeux ouverts en regardant partout pour voir s'il n'y avait pas, parce que la maison a été vide pendant un bon moment quand on s'est installé, pour voir s'il n'y avait pas un scorpion quelque part. Et là, je me suis dit, alors attends, si tu veux habiter ici, il y a des scorpions. Si tu veux avoir peur, si tu as peur, si tu continues, si tu choisis d'avoir peur de ces bêtes, de ces insectes, ben, il faut que tu déménages. Si tu veux rester là, il faut que tu choisisses de ne plus en avoir peur. Et par un choix conscient, je n'ai plus peur des scorpions. Je n'ai jamais été piquée par un scorpion, même si j'en ai vu dans la maison. Mais c'est un choix conscient. Mais au départ, j'avais cette peur, j'avais ces émotions en me disant, mais il faut qu'on parte, je gardais mon bébé tout près de moi tout le temps, en me disant, on va tous mourir. Mais en fait, après, qu'est-ce que j'en fais? J'ai observé, j'ai fait un choix de ne plus en avoir peur. Après, tout est un choix. Justement, là, ça vient pour le prochain. Pouvons-nous les transformer? Est-ce qu'on peut transformer les émotions? On peut les atténuer. Les atténuer, ce n'est pas les transformer. Non, on peut les transformer parce que c'est une énergie, l'émotion. Pour moi, c'est une information d'abord. C'est une information énergétique. Mais on ne peut pas la transformer de cette manière-là. Ok. Parce que, pourquoi? Alors, pourquoi on peut la transformer? C'est une énergie, on peut la transformer. Pourquoi, Sylvie? Eh ben, je dirais
moi j'ai vu, j'avais, comment dire, j'avais une énorme tristesse et je mettais ça sur plein de choses. Et en travaillant petit à petit, j'ai découvert ce que c'était. C'était par rapport à ma grand-mère qui est décédée quand j'avais 16 ans. Et en fin de compte, j'avais d'autres tristesses qui se collaient, mais je ne savais pas vraiment le noyau de cette tristesse. Et quand j'ai découvert ça, le fait que c'était par rapport au décès et que j'étais seule face à ça, je n'étais pas soutenue. Donc, c'était par rapport aussi à la famille. Enfin, et puis après, il y a plein d'histoires qui se sont greffées dessus par rapport à ce non-soutien. Et en fin de compte, quand la transformer, c'est aller chercher en soi le soutien. De toute façon, il ne viendra jamais de l'extérieur. Donc, il faut que j'apprenne à me soutenir moi-même, enfin, à me conforter moi-même, à m'aimer moi-même. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est une transformation, ça. Oui. C'est ta transformation. Ce n'est pas la transformation de l'émotion. Alors, c'est la transformation de l'émotion, c'est... moi, j'ai trouvé que c'était la puissance. C'est ton regard sur l'émotion qui a été transformé, ce n'est pas l'émotion elle-même. D'accord. Mais c'est le moteur, enfin, c'est ce qui a fait que... C'est ce qui a fait que c'est l'émotion qui t'a montré que quelque chose en toi demandait à être guéri ou transformé. Ouais, c'est ça. Du coup, tu as transformé ce qui était à l'intérieur de toi et du coup, l'émotion n'avait plus lieu d'être. Mais comme dit Pascal, ça n'a pas transformé l'émotion. D'accord. Mais tu as utilisé la tristesse. Oui. Ok. Pardon? C'est encore mieux. Hein. Oui. Très bien. D'autres rapports? Donc toi, tu disais non, on ne peut pas la transformer. Non, en fait, on ne peut pas la transformer parce qu'effectivement, c'est une information qui nous vient. C'est un peu comme si ton facteur sonne à ta porte pour t'amener à recommander et que entre la lettre, je ne sais pas, par exemple, une lettre du palais de justice pour te dire que tu vas être mis en examen, tu reçois plutôt une lettre te disant bah, vous avez gagné 1 000 €. Quoi. Tu ne peux pas transformer l'information. L'information que tu reçois, tu dois la recevoir. C'est ta manière d'aborder l'information, par contre, qui va être transformée, peut-être transcendée même. Et du coup, l'information ayant été reçue, le lien qu'on entretient ensuite avec les autres informations qu'on serait censé recevoir, les autres émotions, sera d'autant plus intéressant parce que on aura déjà appréhendé la possibilité de transcender ce message. Et donc, on sera à même de se changer à chaque fois qu'on va recevoir une information. C'est pour ça qu'ensuite, elle sera beaucoup moins violente, voire beaucoup moins exprimée de manière violente. Ok. Est-ce qu'elles ont toujours à voir avec nos peurs de base, les émotions? On va venir là-dessus après, Pascal. On va continuer là-dessus. Ouais. Moi, Oui. Ça me questionne ce que tu as dit par rapport à ton exemple. Je n'arrive pas à c'est rare que je ne comprenne pas, hein, mais ça me fait poser des questions quand tu as dit je fais le choix conscient de ne plus avoir peur. Je ne vois pas trop ce que tu veux dire en fait. Ben, j'ai fait le choix conscient de ne plus avoir peur de ces bêtes. Parce que si je vivais, je ne pouvais pas continuer à vivre en Ardèche, dans cette maison ou même en Ardèche, si j'avais peur de me faire piquer ou que mon fils se fasse piquer par un petit scorpion.
Oui, Ils sont petits, hein, on n'en meurt pas, hein, mais bon, ça peut être dangereux quand même pour un enfant. oui, c'est le choix conscient que j'arrive pas à voir ce qui s'est passé en fait. Ben, je me suis dit que j'avais le choix. Je partais de là, j'avais peur, du coup il fallait que je parte, parce que j'allais jamais pouvoir vivre, j'allais plus dormir. Ou j'arrêtais d'avoir peur et d'avoir confiance. Voilà, donc moi c'est ton arrêter d'avoir peur qui me, je pense que voilà, ça me fait un peu tiquer. Par contre, aller nourrir la confiance, là oui, déjà je comprends mieux. Mais dire arrêter d'avoir peur, tu vois, qui c'est qui a ce pouvoir-là, enfin, je veux dire, c'est pas ton mental, enfin, pas le mental concret, il me semble pas en tout cas. C'est intérieurement que je me dis, je peux ou continuer à vivre dans la peur ou pas. C'est un choix conscient qu'on fait. Finalement, tu acceptes la situation ou tu la supprimes, quoi, finalement. Ou tu essaies de Voilà. C'est ou c'est ça, ou c'est ça. Peu importe le choix que je fais. Ou ça, ou ça. Voilà. J'ai aussi très peur d'aller nager dans la mer parce que j'ai une phobie, suite à quelque chose qui s'est passé quand j'étais plus jeune, j'ai une phobie de ce qui se passe sous l'eau. Donc moi, aller nager dans la mer, c'est toute une histoire. J'y vais pas, c'est facile. Et parce que je n'ai pas fait le choix de faire quelque chose par rapport à ça. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà, voilà, la façon dont tu l'as dit, c'est comme si du coup, je me disais, ok, j'arrête d'avoir peur. Enfin, moi, ça marche pas, ça, chez moi. Si je me dis juste j'arrête d'avoir peur, ça marche pas. Voilà, j'arrête d'avoir peur pour pouvoir continuer à vivre là. C'est le choix conscient que j'avais fait. Je savais que c'était ou l'un ou l'autre. Ouais, mais je pense que j'arrive pas à expliquer. C'est pas grave. On pourra en reparler si tu veux. Ok. D'autres choses par rapport à transformer les émotions? Si on dit que l'émotion, c'est une énergie, on va la transformer en une énergie d'action si on fait quelque chose derrière. Une transformation qui pourrait être faite par rapport à Pascal, où c'est une information, tu la transformes pas. Par contre, une énergie, oui, tu peux la transformer. C'est vrai qu'on parle de l'émotion comme une énergie. À la base, une énergie, est-ce qu'elle est positive ou négative? Non, elle est neutre. Elle est neutre. Donc, quand une émotion est colorée du positif ou du négatif, ça veut dire qu'elle est colorée, qu'elle n'est plus neutre. Donc, la transformer voudrait dire rendre comment dire, rendre l'émotion neutre, à nouveau. C'est ça la transformer, c'est pas la rendre bien, c'est la rendre neutre. Bon, on va continuer sur le petit PowerPoint que j'ai fait pour justement voir. Bon, certains d'entre vous connaissent déjà, mais je voulais quand même le mettre parce que c'est toujours intéressant de reprendre certaines choses. Donc, nous avons, si ça marche, voilà. Donc, nous avons un corps physique, une énergie physique, une énergie émotionnelle et une énergie mentale. Là-dessus, on est d'accord. Nous avons donc dans ce corps, vous voyez mon petit, la souris qui bouge? Ok. Donc, vous avez le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. Ces trois-là créent le petit moi, notre ego. D'accord? Donc, tantôt, je suis beaucoup dans le corps physique en utilisant un peu l'émotionnel, un peu le corps mental. Tantôt, je peux être beaucoup
beaucoup dans le corps émotionnel avec un peu de physique, un peu de mental. Je peux aussi être beaucoup dans le corps émotionnel et dans le corps physique, les deux beaucoup, avec un peu de mental. Je peux être très beaucoup dans le mental avec très peu de corps émotionnel, très peu de corps physique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. D'accord? De toute façon, si les corps sont comme ça, grands comme ça, ou même ici, vous voyez, à l'intérieur, où ils se surposent un peu, si je suis là, je n'ai pas de mental, très peu de mental. Si je suis là, j'ai très peu de physique. Si je suis là, j'ai très peu d'émotionnel. Donc on voit bien qu'il y a toujours un déséquilibre. Il n'y a que quand on est au milieu qu'on est en équilibre. Maintenant, on est des êtres émotionnels et le corps, on est des êtres avec les trois corps. Et le corps qui est aujourd'hui le plus actif, ce serait lequel? Surtout quand on a des expériences de vie. L'émotionnel. L'émotionnel? Ouais, l'émotionnel. Tout de suite, c'est j'aime, j'aime pas. C'est tout de suite. Peu importe ce qui se passe. On réagit d'abord émotionnellement. On ne reste pas forcément coincé dedans. Mais le premier truc, c'est j'aime, j'aime pas. Et c'est aussi pour ça que toutes les choses qui se passent dans le monde, bon là il y a le corona, mais tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit au niveau des terrorismes, au niveau du Coca-Cola, au niveau, peu importe ce qui se passe, on va nourrir ça avec l'émotionnel. Buvez du coca et tout ira bien. Vous restez jeune à jamais, beau, avec plein d'amis. Buvez du coca. C'est ce qu'on nous transmet au niveau émotionnel. Et ça nous fait du bien. Parce qu'on le voit émotionnellement. Ça nous donne presque envie d'aller boire du coca. Si on n'utilise pas le mental en disant, mais attends, qu'est-ce qu'il y a dans le coca là? Et là, on se dit, ah, je vais peut-être pas en boire quand même. Hein. Peut-être pas aussi bien que ça. Ça nous amène à avoir du discernement. Mais au départ, on voit les choses, on accueille les choses avec l'émotionnel. Donc, on n'a pas à proscrire l'émotionnel, on n'a pas à dire c'est pas bien, pas du tout. L'émotionnel fait partie de nous et nous dit quelque chose. C'est comme le corps qui va nous dire, ben là tu as froid, il faut que tu mettes un pull. Et heureusement que le corps physique me dit ça, parce qu'autrement, je ne mettrais pas de pull, je ne sentirais pas que j'ai froid et je vais tomber malade. Ou là, tu as trop chaud, ou là, tu as faim, ou là, tu as soif. Ou là, tu dois aller te coucher parce que tu es fatigué. Heureusement que mon corps physique me parle et que je ne vais pas l'occulter. Heureusement que j'ai un corps mental qui fait que vous pouvez être là aujourd'hui et comprendre ce qu'on raconte, que vous pouvez réfléchir, etc. Heureusement qu'on a un corps mental, mais on n'en aurait pas. Déjà, vous ne serez pas là. On ne serait pas en train de penser, en train de lire, en train de travailler, on n'aurait pas de mental. Malheureusement, il y a des personnes comme ça qui sont handicapées, qui ne peuvent pas du tout utiliser leur mental. On voit bien ce que ça fait. Hein? Donc, on n'a pas à proscrire l'un ou l'autre. Et on dit toujours que le corps émotionnel, c'est quelque chose qu'il faut taire, qu'il faut maîtriser, c'est au même niveau que les trois autres énergies. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait plus grand que les autres. Il est au même niveau. Ce n'est pas parce que nous, on est polarisé plus souvent au niveau du corps émotionnel. Ça, c'est vrai. On est beaucoup plus polarisé au niveau du corps émotionnel et beaucoup moins, du coup, au niveau des autres corps. On réceptionne d'abord avec le corps émotionnel au lieu de réceptionner d'abord avec le corps mental. Mais, à la base, ils sont tous les trois égaux. Nous, on a à apprendre à les utiliser de la même manière. Ça veut dire les utiliser comme ici au milieu, les utiliser tous ensemble avec exactement le même nombre d'énergie. Que tout ce que j'accueille dans la vie soit émotionnel, physique et mental, pareil. Mais ça ne veut pas dire que quand je suis là, que je n'ai plus de colère ou de tristesse. Ça ne veut pas dire que quand je suis là au milieu, que je n'ai plus de fatigue ou que je n'ai plus faim.
Ça ne veut pas dire que quand je suis ici, que je n'ai plus rien à apprendre ou que je ne peux plus réfléchir. Ça veut dire que je les utilise ensemble et qu'il n'y en a pas un qui prend le dessus. Et c'est en ça qu'on parlait tout à l'heure de ne pas se laisser happer, de ne pas se laisser envahir. Mais si j'ai un ami qui meurt en accident de voiture, oui, même si je suis ici au milieu, je vais avoir une forte tristesse, peut-être même une colère. Oui, parce que je suis là et que là, il y a des émotions. Mais il y a aussi un corps mental qui me dit, ok, tu es en train de vivre ça maintenant, mais tu sais aussi que c'est normal et que voilà, ok. Et le corps physique, il dit, ok, très bien, ça t'empêche de dormir, etc. Mais bon, il faut quand même qu'on aille se coucher parce que là, on est quand même fatigué. Même si on dort un petit peu, prends quelque chose pour dormir s'il faut, mais là, il faut quand même le faire. Je réfléchis, je suis là-dedans. Et je vis et j'accueille tout ce que je vis dans l'instant. Et quand on est dans ce niveau, à ce niveau-là, au milieu, et que j'utilise le tout, je suis le grand moi ou l'observateur, pas l'âme. Je ne parle pas de l'âme. Hein. Là, on reste à ce niveau-là de j'observe ce qui est. J'observe mon mental, mon émotionnel, mon physique et comment cela fonctionne ensemble. C'est tout. Je n'ai aucun jugement par rapport à ce qu'il se passe. Je suis un scientifique qui prend note. Si un scientifique qui fait des exercices, qui fait des recherches scientifiques sur des animaux, un jour a un état d'âme, il ne pourra plus jamais travailler dans un laboratoire. Plus jamais. Il reste observateur. Dès qu'il rentre dans son émotionnel, il ne peut plus le faire. Il est simplement en train d'effectuer quelque chose de scientifique. Effet, cause à effet, c'est tout. Bon. S'il commence à utiliser un peu plus son émotionnel et son... Voilà, là c'est fini, il ne peut plus le faire. Nous, c'est exactement la même chose. Apprendre à être dans cet observateur et observer que, ah ben là, je suis hyper en colère. C'est pas la peine que je te parle parce que je ne pourrai pas. Parce qu'il faut d'abord que j'exprime ma colère en allant courir ou en cassant des assiettes, peu importe. Mais voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Là, tout de suite, j'en suis là. Et combien de temps ça va durer? Je ne sais pas, mais je t'appellerai quand ça ira mieux. Voilà. Et c'est de pouvoir se prendre le temps et d'observer, il y a cette colère. Et même, on peut le dire très calmement. Là, je suis très, très en colère. Même tellement en colère que là, je ne peux pas te parler. Donc, je vais aller faire un tour. Je vais m'absenter un petit peu. Peut-être même que je vais dormir sur le canapé ce soir parce que là, je ne peux pas. Et je peux le dire avec une voix très calme parce que j'observe que je le suis. J'observe que j'ai une colère, mais je ne deviens pas la colère. Ça, c'est l'observateur. Parfois, la colère est tellement là qu'elle est là, ou la tristesse est tellement là, elle est là. Et même en pleurant, j'observe. J'observe que je pleure et que je ne peux pas faire autrement. J'observe que je suis tellement en colère que je crie, que j'élève ma voix parce que je ne peux pas faire autrement. Vous voyez? Mais là, je suis à l'intérieur. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'émotion, ou je suis hyper contente, mais hyper excitée parce que demain, c'est mon anniversaire et je sais qu'on va faire une super fête et tout, et je suis hyper excitée. Je peux l'être à l'intérieur de moi parce que c'est ce que je ressens, mais ce n'est pas forcément ce que je vais exprimer autour de moi. Vous voyez comment on fait? Est-ce que vous avez des observations par rapport à ça? C'est l'identification, en fait, à l'émotion générée. C'est la différence entre je m'identifie et je ne m'identifie, enfin, et je reste observateur.
Tout à fait. Tout en ayant c'est ça, hein. Je suis l'observateur, mais j'ai quand même l'émotion. Oui, oui, bien évidemment, je la ressens malgré tout. Mais par contre, je ne réagis pas forcément par rapport à ça. Lorsque je Même si je réagis, je suis très en colère et je crie et tout ça, je réagis, mais je m'observe réagir. Oui, mais dans cet exemple-là, je trouve que c'est très compliqué parce que ça m'arrive, mais du coup, j'ai tout de suite de la culpabilité à m'observer en train de crier. Parce que je me dis, bah là, typiquement, tu t'es laissé submerger, tu n'as pas réussi à être suffisamment détaché, tu n'as pas réussi à dire à temps à l'autre stop. Et moi, tout le temps, de la culpabilité quand je me laisse déborder par la colère. Du coup, elle se trouve où quand elle se juge? Elle se trouve où? Quand je suis dans le jugement, et ben, du coup, je ne suis plus dans l'observateur, je suis émotionnelle. Tout à fait. Et quand je crie et que je m'observe, c'est qui t'observe du coup? Bah, du coup, j'observe mon petit moi en train de crier, mais je n'arrive pas à ne pas culpabiliser. Parce que, pourquoi? C'est qui observe le petit moi qui est en train de crier? Ah. Bah, ça reste une partie du petit moi alors, puisque je culpabilise derrière. Je ne suis pas dans le neutre. Tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai une émotion que je me dis, je ne devrais pas avoir cette émotion-là, c'est quand même pas bien d'avoir ces émotions-là. Du coup, je crée une autre émotion, ça peut être la culpabilité ou une colère envers moi-même ou une tristesse, peu importe. Et après, de ça, voilà, mais c'est pas bien d'avoir la culpabilité, voilà, et je reste toujours dans le corps émotionnel. Ah oui, d'accord. L'observateur observe ce qui est sans aucun jugement. Je m'observe en train de casser des assiettes. Et j'ai tout à fait conscience que je casse des assiettes et du coup, je n'ai pas cassé l'assiette de ma grand-mère parce que celle-là, je l'aime bien quand même. Non, pas celle-là. J'ai cassé celle parce que ça me fait du bien et cassé celle de l'IKEA parce que là, je sais que je peux aller en racheter. Mais pas celle de ma grand-mère. Parce que je m'observe être en colère. Si je ne m'observe pas être en colère, je casse tout et c'est après que je me dis « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé l'assiette de ma grand-mère. » Tu casses en conscience. Si tu casses des trucs en conscience. Tout à fait. Tout à fait. Vous voyez, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Ouais. Il n'y a pas de culpabilité non plus. Ok. D'autres choses que vous voulez dire par rapport à ça? On va avancer un petit peu. Donc, on a des expériences de vie. Ces expériences de vie, ça crée une émotion. Souvent, les expériences de vie qu'on a, ça crée une petite émotion. Et après, on l'efface, on l'enlève, on passe à autre chose. Mais on a du coup une autre expérience de vie qui ressemble un peu quand même, si on va vérifier un peu, à celle qui était déjà avant. Et du coup, ça crée une émotion un peu plus grande, un peu plus dérangeante. Mais là aussi, on fait tout pour qu'elle parte. Et du coup, on a de nouveau une expérience qui recrée une autre émotion qui devient, elle, toujours de plus en plus grande. Jusqu'à un moment donné où l'émotion est tellement là et qu'on ne peut plus voir que ça. C'est vraiment, je suis, comme on disait tout à l'heure, submergée par l'émotion. Encore une fois, l'émotion était là depuis le début, en petite quantité, depuis le début pour nous dire il y a quelque chose qui se passe par rapport à toi.
cet événement de vie est en train de toucher quelque chose de toi. Ok. On va avoir un petit peu plus loin par rapport aux peurs et voir le lien justement des peurs et des peurs et les émotions. Donc, la plus grande peur et la peur qu'on a tous, c'est la peur de ne pas exister ou la peur de ne pas avoir le droit d'exister. Et ça génère pour tout le monde une quête incessante d'être aimé ou d'être reconnu par tout le monde. D'accord ? C'est quelque chose qu'on a tous. Et ça va créer le sentiment de rejet si on ne ressent pas cela. Voilà. Si je ne suis pas aimée, si je ne suis pas reconnue, je me sens rejetée. Ce qui est intéressant, c'est que cette peur-là va se décliner en 5 peurs de base. Et ces 5 peurs de base, on ne les a pas tous, même si, comme je dis, on peut les avoir à moindre niveau, mais il y a une peur de base qui va nous accompagner tout au long de notre vie et qui est là, vraiment là, en fond, tout au long de notre vie. Donc, il y a la peur de l'abandon, pour commencer. Il y a la peur de l'indifférence, la peur de la solitude, la peur de l'échec et la peur de l'inconnu. Naturellement, ça englobe énormément de choses à chaque fois. La peur de l'abandon, la peur de l'indifférence, solitude, l'échec, l'inconnu. La peur de l'inconnu, ça peut inclure la mort, ça peut inclure peur de ne pas avoir une sécurité financière, par exemple, peur de prendre un avion. L'abandon, je ne vais peut-être pas forcément avoir peur si je ne suis plus... si j'ai plus mon travail, je vais pas forcément avoir peur parce que je sais que je vais rebondir si j'ai la peur de l'abandon. Par contre, j'ai toujours peur que mes amis m'abandonnent, que je ne suis pas à la hauteur pour eux, que de toute façon ils m'aiment pas trop. De toute façon, je suis toujours dans la peur que je vais être abandonnée par un homme ou une femme, en cas échéant. Voilà, cette peur de l'abandon, c'est quelque chose que je connais depuis toute ma vie. Ou la peur de l'indifférence, la peur de la solitude. Du coup, je vais ramener plein de gens autour de moi. Je suis toujours connectée. Dès que je rentre à la maison, j'allume la télé. Encore, la télé est toujours allumée, même quand je suis pas là. Comme ça, quand je rentre chez moi, je suis pas toute seule. J'ai un chien, j'ai 2 chiens et j'ai 4 chats. J'ai un poisson rouge aussi. Comme ça, je suis pas toute seule. Je suis toujours connectée. J'ai toujours des gens à la maison ou moi, je vais chez des gens parce que j'ai peur de la solitude. Peur de l'échec, je fais plein de choses, je ne fais pas plein de choses parce que justement, j'ai peur de l'échec. Du coup, si je ne fais rien, je ne peux pas être en échec. J'aimerais bien étudier, mais je ne le fais pas parce que j'ai peur d'être en échec. Ou je bosse. Il faut absolument que j'ai le top, parce qu'il ne faut pas que je sois en échec. La peur d'indifférence, j'ai peur qu'on ne me voit pas. Il faut toujours qu'on me voie, il faut que je sois spéciale. La peur que je passe inaperçue. Okay. Donc, on voit qu'il y a différentes peurs et on peut reconnaître une de ces peurs dans notre vie. Quelque chose qui est là depuis tout le temps. Dans la peur de l'abandon, par exemple, ça peut être que du coup, j'ai été abandonnée, peut-être par le père ou par la mère. Je me suis sentie abandonnée à un moment donné parce que mes parents travaillaient toujours. Donc, du coup, moi, je me sentais abandonnée seule à la maison. Ou l'indifférence, parce que j'étais la 3e entre un frère qui était brillant et ma sœur qui était toute petite et moi j'étais au milieu, on ne me voyait pas. La solitude, j'étais toujours toute seule, j'étais enfant unique, mes parents étaient tellement fusionnels que moi on ne me voyait pas, moi j'étais seule, il n'y avait jamais personne qui était là. L'échec, qu'est-ce qu'on m'a poussé, il fallait toujours que j'ai les meilleurs points, ou que ma sœur était bien meilleure que moi, il fallait absolument que je sois, mais j'étais jamais aussi bien qu'elle, j'étais toujours en échec, il fallait toujours que je me batte. L'inconnu, si j'ai vécu avec une insécurité, de passer l'argent dans la vie avec mes parents, etc., je peux vivre quelque chose de l'inconnu, de qu'est-ce qu'on va faire demain, où est-ce qu'on va arriver demain. Vous voyez, on a tous quelque chose comme ça, et en réfléchissant un petit peu, on peut voir que toute notre vie a été basée là-dessus, en fait, sur cette peur de base qui m'accompagne depuis tout le temps. Et
Est-ce qu'on peut s'en débarrasser? Ben, je vais dire oui, mais ça prend tout un temps pour le faire. Ça peut prendre une vie, voire plusieurs vies même pour le faire. Parce que c'est quelque chose qu'on a à travailler. Justement. On va prendre cet exemple de la peur de l'abandon. Donc, on a une expérience de vie. Cette expérience de vie va me créer une émotion. Et la plupart du temps, naturellement pas tout le temps, mais la plupart du temps, quand j'ai une expérience de vie qui vient mettre en lumière, qui vient être mis en lumière par une émotion, ça vient me toucher personnellement, cela veut dire que certainement, ça vient révéler que je suis en train de travailler, ici dans notre exemple, cette peur d'abandon. Par exemple, j'envoie un texto à mon copain Jean et Jean ne répond pas. La première chose que j'ai une colère. Ok, la colère, elle vient me révéler qu'il y a quelque chose qui se passe en moi, quelque chose qui vient me toucher. Cette peur vient, et qu'est-ce qui vient me toucher? Ben, je dis, ben, tiens, vu que c'est ma peur de base et la peur de l'abandon, c'est certainement ça. Comment je réagis? Je lui dis, je ne suis pas à sa disposition, si c'est ça, je le quitte, de toute façon, je n'ai pas besoin de lui, je suis mieux sans lui, pour qui il se prend de toute façon, il n'est pas si bien que ça, il ne me mérite pas, etc., etc. Je suis en colère et je suis en train d'avoir une réaction par rapport à ça. Et on voit que, si vous regardez bien, que la réaction que j'ai exprime exactement cette peur de l'abandon. Je le quitte, je ne veux pas être quitté, j'ai peur d'être quitté, du coup je te quitte. Je ne suis pas à sa disposition, de toute façon il va m'abandonner, il est là, voilà, c'est selon ce que lui il veut, du coup ben, c'est moi qui l'abandonne. Donc tout ce que je fais, du coup je vais agir par rapport à cette peur de l'abandon. C'est intéressant, hein? Vous avez peur d'un échec? Regardez comment vous réagissez. Ben, du coup, je ne vais pas le faire. Comme ça, je ne peux pas être en échec. Je vais repousser. Comme ça, je ne serai pas en échec. Vous avez peur de l'indifférence? Ben, du coup, vous n'allez pas quand il y a trop de monde. Parce que du coup, j'ai peur qu'on ne va pas me voir. Du coup, quand il y a trop de monde, je ne vais pas. J'ai peur de l'insécurité. Ben, du coup, vite, j'ai 20 ans, je me marie avec quelqu'un qui a une position stable et vite, on a des enfants et on a une maison et je suis stable et voilà, tout va bien. Là, je vais agir comme ça. Mais si je me sens en insécurité, je vais tout faire pour aller chercher la sécurité ailleurs. On réagit. Comment sortir justement de cette réaction du coup? Parce que là, on reste coincé dedans. Là, on n'avance pas. Du coup, on quitte, on reprend quelqu'un d'autre, on ne reprend personne parce que j'ai peur d'être abandonnée. Je ne veux plus personne dans ma vie. Comme ça, je suis certaine qu'on va me laisser tranquille. On ne va pas m'abandonner. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Ouais. Ok, on va aller voir un peu plus loin, du coup. Pour sortir de cette réaction, on peut se poser la question, comment je suis sans cette peur? Là, dans cet exemple, sans cette peur de l'abandon. Ouais. Ça paraît un peu facile de dire, mais oui. Mais quand on reprend là, si moi je n'ai pas peur, si je ne me réponds pas à son message et que moi je n'ai pas peur de la colère, je n'ai pas peur de l'abandon, comment je suis quand je n'ai pas peur de cet abandon? Comment je vais réagir du coup? J'attends. J'attends. Quoi d'autre? J'attends pas. J'attends pas. Tu n'as pas peur d'être abandonné, c'est ça? Voilà, j'ai pas peur d'être abandonnée. Il n'a pas répondu à mon message et j'ai pas peur d'être abandonnée.
comment je suis? Ben, confiant. Tranquille. Tranquille? Calme. Calme? Pas forcément confiant qu'il va me répondre parce que j'en sais rien. Mais je suis calme. Et mon action sera quoi? Dans ce calme, quand j'ai pas peur d'être abandonnée, mon action est comment? Elle est plus juste. Mhm. Et je pourrais faire, par exemple, Des gâteaux. Non. oui, je pourrais lui faire un gâteau pour que quand il rentre, lui envoyer un petit message, oups, lui envoyer un petit message en disant je pense à toi. Et pas dire Nénette, pourquoi tu ne me réponds pas? Ça serait dans mon premier truc. Mais en action, si j'ai plus peur d'être abandonnée, je peux lui envoyer un petit bisou. Si je n'ai pas peur d'être abandonnée. Bah, du coup, oui, tes actions, elles seront tout autres, c'est sûr. Voilà. Elles ne seront pas liées, comme on a vu là. Je ne vais pas réagir avec ça. Déjà, je n'aurai pas de colère. Ça ne veut toujours pas dire qu'il ne va pas éventuellement partir, mais mon action sera déjà différente. Et s'il va partir, ce n'est pas moi qui l'ai mis à la porte. Je suis beaucoup plus zen dans mon action. Et combien de fois on voit vous connaissez certains, sans parler de vous-même, vous connaissez certainement dans votre entourage des personnes qui font tout pour que leur conjoint parte. Et après, ils vont pleurer parce qu'il m'a abandonné. Mais oui, mais tu as tout fait pour. Et souvent, ça vient justement par rapport à une certaine peur. Et ça peut venir par rapport à cette peur de l'abandon. Et quand on arrête ça, quand je dis comment je suis sans cette peur de l'abandon, ma réaction va être complètement différente. En fait, on est toujours à la recherche d'un aval pour exister. Toujours. C'est vraiment le grand truc de l'être humain. On cherche un aval pour exister. Et pour ça, comme je disais tout à l'heure, on va être à la recherche d'être reconnu. Et on a très peur, si on n'a pas cet aval, on se sent rejeté. Du coup, on va avoir des expériences de vie. Ces expériences de vie, on les a. Qu'on en veuille, qu'on n'en veuille pas. Hein. Oh, mais moi, je ne veux pas être abandonnée, du coup, j'ai plus de mec. Très bien, pas de souci. Par contre, je suis abandonnée par des amis, des collègues de travail, par mon patron qui me trouvait super à un moment donné, qui m'a virée après. Ma soeur qui m'a abandonnée. Mon père qui ne veut plus me parler. Mon chien qui préfère mon chat qui est parti, mon chien qui préfère le voisin que moi. Je vis quand même des expériences de vie qui vont faire que je vais travailler cela, même si je m'isole. Donc, chaque expérience de vie va nous donner une émotion. On a vu ça. Alors, souvent, on reste coincé dans l'émotion, hein, comme on a dit. Voilà. L'idée, c'est de ne pas rester coincé dans l'émotion. Comment on peut faire quand on observe qu'on est dans une émotion, qu'on l'a accueillie, qu'on l'a vécue s'il fallait la vivre parce qu'elle était trop forte? Pour pouvoir s'en sortir, il y a différentes manières. Il y a l'UFT, on peut prendre des médicaments, on peut faire ce qu'on peut. Hein, il y a plein de choses pour sortir faire psychanalyse, etc., pour sortir de l'émotion. Très bien. Il y a aussi une question très simple qu'on peut se poser, qui est comment je me sens sans cette émotion? Alors, ça vous paraît un peu bizarre, naturellement, de dire comment je me sens sans cette émotion, ça veut dire quoi? Et tu penses qu'elle va partir comme ça, si je dis ça? Essayez. Comment je suis sans cette émotion? J'ai une colère. Comment je suis quand je ne suis pas en colère? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, là, est en colère? Non. Personne en colère? Ok, comment vous êtes quand vous n'êtes pas en colère? Calme et détendu. Calme et détendu.
Vous êtes bien. Voilà. Donc, la prochaine fois, quand vous êtes en colère et que vous vous posez la question comment je suis quand je ne suis pas en colère, vous allez forcément toucher ça. Est-ce que là, vous êtes triste? Quelqu'un est triste? Donc, comment vous êtes quand vous n'êtes pas triste? Comme ça. Ben voilà. Donc, la prochaine fois que vous êtes triste, à un moment donné, posez-vous la question, comment je suis quand je ne suis pas triste? Comment je suis quand je ne suis pas surexcitée? Comment je suis quand je n'ai pas cette émotion? Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'émotion, elle disparaît. Parce que vous allez ressentir exactement ce que vous sentez maintenant. Ben bien. Là, vous êtes bien. Ça ne veut pas dire que vous êtes super bien, que vous êtes super, je ne sais pas quoi. Vous êtes bien. Vous êtes en fait neutre. Voilà. Vous êtes là. Sans plus. Là, vous avez transformé l'émotion, cette énergie d'émotion qui était devenue colorée de cette colère, de cette tristesse, de quelque chose. Vous l'avez rendue neutre. Voilà. Ben, comment je suis sans cette émotion? Ben, voilà, je suis. Voilà. Voilà. OK? Vous l'avez transformé en quelque chose de neutre. Et du coup, on peut retourner à l'expérience de vie. Et l'observer, cette expérience de vie, sans l'émotion. Et quand on l'observe sans l'émotion, et qu'on sait que, ben là, dans notre exemple, il y a une peur de base, et que cette peur de base, c'est l'abandon, hein, dans cet exercice-là, on se dit, OK, donc mon émotion était assez forte. Comment je suis sans cette émotion? Je suis revenue dans mon état d'être neutre, mais je continue à travailler. Parce que si je fais que la première étape où je fais comment je suis sans cette émotion, l'émotion elle est partie, et après je dis, bon, ben voilà, ça c'est fait, sachez que ça va revenir. Vous allez simplement revivre ça de nouveau. D'accord? Donc l'idée, c'est effectivement, on fait le travail. L'émotion, on la transforme, elle redevient neutre et on peut revenir à l'expérience de vie, l'observer et voir qu'est-ce qu'elle vient révéler. Et souvent, l'expérience de vie vient révéler, comme dans notre exemple avec Jean, avec mon SMS à Jean, ma colère vient révéler ma peur de l'abandon. Et une fois que j'ai cette peur de l'abandon, j'ai des réactions. Les réactions qui sont souvent les défauts, comme moi j'aime bien les appeler les qualités brutes. Hein. Les défauts, ce sont des qualités qui ne sont pas encore mis en valeur. Comme un diamant brut qui n'a pas été poli, qui n'a pas été mis en valeur. Donc, j'ai ces réactions. Comment sortir maintenant de ces réactions? On a vu avec la question, comment je suis sans cette peur? Là, dans cette situation-là, face à cet événement-là, comment je suis sans cette peur de l'abandon? Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la peur de l'abandon et donc les réactions partent. Et il y a une action, il y a des qualités qui vont apparaître. Au lieu d'embêter mon conjoint avec ma peur de l'abandon, et donc du coup la jalousie, Dieu sait quoi encore, je vais être beaucoup plus dans une action beaucoup plus respectueuse par rapport à lui, et comme disait Marion, quelque chose de beaucoup plus juste. Même si ce n'est pas encore parfait, mais quelque chose de beaucoup plus juste. Et donc, j'ai des qualités qui vont ressortir. Et ces qualités vont faire que moi, j'existe davantage et je n'ai pas besoin d'attendre un aval parce que les qualités, quand je vis sans la peur de l'abandon, je sens qui je suis et je sais qui je suis. Et même si mon conjoint, du coup, m'abandonne, mais je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin de ton aval. Et du coup, parce que j'existe. Et vous voyez comment la boucle se boucle. Au début, on essaie de chercher
l'aval pour exister. Et à travers tout ce qu'on fait pour chercher l'aval pour exister, d'abord l'aval chez quelqu'un d'autre pour exister, on va chercher en nous notre propre aval. Et c'est ce qu'on disait tout au début aussi, que en fait, on essaie toujours qu'il faut aller chercher à l'intérieur de soi quelque chose. Et cet intérieur de soi, c'est révéler justement nos qualités. Parce qu'on les a. Si j'ai une qualité brute, si j'ai un défaut, c'est que j'ai la qualité. Et quand vous allez dire comment je me sens sans cette peur, vous allez forcément ressentir des qualités. Est-ce que là, tout de suite, vous avez une peur? Là, tout de suite. Est-ce que vous avez une peur? Là, tout de suite. Quand on est en train de parler. Oui. Et comment tu es quand tu n'as pas cette peur? Ferme les yeux et ressens comment tu es quand tu n'as pas la peur. Forte. Et quoi d'autre? Silencieux. Et quoi d'autre? Confiante. Confiante. C'est le mot neutre qui me vient, moi. Mot? Le mot neutre. Ouais. Et donc, par rapport à l'expérience de vie qui a fait que cette peur a surgi, comment l'action maintenant face à cette expérience de vie, dans cet état d'être? Est-ce que vous voyez cette expérience de vie toujours du même regard? Ben non, on la voit comme quelque chose de positif. Alors qu'avant, on la voyait comme quelque chose de négatif. Et comme une chance, finalement. D'autres retours? On la voit comme une présence, je trouve. Une présence? C'est comme s'il n'y avait plus de problème. Pourtant, l'expérience de vie est toujours là. Oui, mais du coup, elle est vue différemment, enfin, elle est vécue différemment, donc. Ouais, bon, voilà, c'est un problème. Et vous voyez, là, vous avez le choix. Vous avez le choix de ressentir comment vous êtes sans la peur, sans l'émotion, ou vous avez le choix de sentir comment vous êtes avec l'émotion et avec cette peur. Mais les deux, vous pouvez choisir les deux. Oui, mais du coup, c'est par rapport à un ressenti, c'est pas à quelque chose que tu te dis. Redis-moi, c'est par rapport à un ressenti? Oui, du coup, c'est de l'ordre du vécu et pas quelque chose que tu te dis dans ta tête. Absolument. Voilà. C'est pour ça que c'est différent. C'est quelque chose que tu vis. Voilà. Mais qu'on interprète aussi, parce que là, dans l'exemple, il ne répond pas. Donc, comme on a peur de l'abandon, on réagit.
Et après, on se dit, on va pouvoir se faire un film sur ce qu'il pense, alors qu'en fait, il n'y a même pas pensé. Absolument. Mais la peur fait ça. Ouais. La peur nourrie par l'émotionnel fait ça. On va être dans une réaction. Tandis qu'une personne qui n'a absolument pas peur d'être abandonnée ne va même pas y penser. Par contre, une personne qui est dans l'inconnu, qui a peur que quelque chose se passe, je t'envoie un SMS tous les 2 minutes et tu me réponds tous les 2 minutes parce que j'ai peur que tu vas mourir et que je vais rester toute seule. Ou si tu ne me réponds pas assez, si tu ne m'envoies pas assez de textos et que moi j'ai la peur de l'indifférence, ça ne va pas le faire. Tu ne m'aimes pas. Je vais réagir par rapport à ça. Mais quand je n'ai pas cela en moi, quand je ne suis pas comme ça, quand je n'ai pas cette peur, quand je n'ai pas ce besoin-là, mais je réagis complètement différemment, différemment avec la personne. Je suis différente. Ma vie, comment dire, la relation va être différente avec le conjoint, mais aussi avec les personnes qui sont autour de moi. Si une personne qui travaille beaucoup et qui veut être vraiment performante au travail se dit « Comment je suis si je n'ai pas peur de l'échec ?» Si elle se posait cette question-là plus souvent, elle ne serait jamais en burn-out. Si une personne se posait vraiment la question, si je n'ai pas peur de l'échec, peut-être qu'elle ferait des choses beaucoup plus sympas avec ses enfants, par exemple. Au lieu de dire, il faut absolument que les enfants fassent ci et ça et que je les éduque bien, tout ça. Mais si je n'ai pas peur d'être un échec par rapport au fait d'être un parent, est-ce que j'agirais différemment? Avec le conjoint, avec les parents. Si je n'ai pas peur d'être si je n'ai pas cette peur d'indifférence, est-ce que la prochaine fois qu'on fait une réunion familiale, il faut que tout le monde me regarde, autrement je ne suis pas contente? Ou est-ce que je peux réellement apporter quelque chose? Parce que quand on rentre après dans ces qualités, et que j'existe davantage, et que mon action est différente, les personnes vont pouvoir réellement... Je vais réellement pouvoir apporter mes qualités aux autres. Je ne vais pas embêter mon conjoint quand il rentre en disant « Oui, tu ne m'as pas répondu quand même, mais je lui aurais préparé un bon petit plat, il sera tout content de rentrer. » Parce que je vais apporter des qualités et pas ma peur, pas mes réactions, pas mes défauts. Je vais me respecter davantage aussi. Parce que si j'ai la peur de l'abandon, je peux peut-être tout faire pour mon conjoint et du coup, j'ai tellement peur qu'il va m'abandonner, du coup, je fais tout. Non, je ne peux pas te voir, ma copine, parce que j'ai ça. Non, mais je ne fais pas ça pour les enfants parce que autrement, mon mari, il va m'abandonner. Or, si je reste, si je n'ai pas peur de l'abandon, si je sors avec mes amis ce soir. Et je suis plus juste avec moi-même et je suis plus juste avec les autres aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Pour moi, ça me semble difficile d'arriver à prononcer cette phrase. Comment je suis sans cette émotion? Dans le sens où j'ai toujours l'impression qu'il y a une légitimité à ce que je vis. Et j'ai l'impression qu'il faut vraiment que ça sorte. Encore une fois, je n'ai pas dit que, c'est pour ça qu'on a bien parlé des émotions avant, je n'ai absolument pas dit qu'il faut l'enlever. L'émotion est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe et qui vient me toucher moi.
pour ne pas rester coincé dans l'émotion, comme beaucoup de personnes font, on va rester coincé dans l'émotion. Quand on reste coincé dans l'émotion, là, on n'avance pas. Ou quand on dit, bon, ok, l'émotion, elle est partie, et, hein, on n'avance pas non plus. L'idée, c'est que oui, j'ai l'émotion. Oui, je la ressens. Mais comment je suis quand je n'ai pas cette émotion? Après avoir bien fait le tour de l'émotion, si on veut. Et plus on avance, plus on va dire, ah ben tiens, là, j'ai une émotion de colère. Ok, j'ai cette émotion de colère. Très bien, donc il y a quelque chose qui vient de toucher. Je vais aller voir ce qui vient de toucher. Comment je suis quand je n'ai pas cette émotion-là? Ah ben tiens, je suis comme ça. Donc, je vais à nouveau regarder l'expérience de vie, parce que c'est pour ça qu'elle est là, l'émotion. L'émotion vient nous dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui vient me toucher. C'est ça qui est le plus important. La lumière dans notre voiture, qui vient nous dire qu'il n'y a plus assez d'huile, elle est légitime. Oui. Mais je ne vais pas l'arracher, je ne vais pas dire qu'est-ce que tu viens faire là. Elle est légitime, mais je ne vais pas rester là à la regarder non plus. Oh oui, elle est là, elle est légitime d'être là, elle a le droit d'être là, oui. Mais elle vient m'indiquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon moteur. Je vais mettre de l'huile. Si je reste coincée que sur cette lumière qui est allumée, sur cette petite lampe qui est allumée, je ne vais rien faire pour mon moteur. Je risque même d'avoir un problème avec mon moteur. Oui, je comprends. Voilà. Donc, ce n'est pas arrêter les émotions, ce n'est pas ça. C'est de comprendre et utiliser l'émotion pour ce qu'elle est. Un indicateur. Je t'indique qu'il y a quelque chose qui est venu te toucher toi. Ok. Oui, pardon. Ouais. Quand on est dans l'émotion, on ne peut pas avoir cette démarche-là à ce moment-là. Oui, complètement. Ouais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop tôt, parce qu'autrement, on va inhiber, on va dire, oh là là, j'ai une émotion, vite, 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 il faut qu'elle parte. Non. On est un être émotionnel. Comme vous avez vu tout au début, désolé, je vais revenir tout en arrière. Comme on l'a vu là, on est un être émotionnel aussi. Et on est vraiment ah, mince, désolé. On est vraiment en équilibre quand on est au milieu. Mais ça veut dire qu'on ressent des émotions, qu'on peut les vivre. Ce n'est pas mal d'avoir des émotions, positives ou négatives. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal non plus d'avoir une maladie ou d'être fatigué. Comme c'est pas mal d'avoir faim. C'est pas mal. Mais il y a des moments où, ok, je suis fatiguée, mais non, il faut que je continue à travailler parce que je suis en train de faire un truc et je ne peux pas dire à mon patron, écoute, il est 10 heures là, du matin, mais en fait, je suis fatiguée, je vais rentrer chez moi. Non, mais je sais que ce soir, je vais prendre soin de mon corps et on va le reposer. Je ressens une émotion très forte, je suis en colère, mais ce n'est pas le moment de le gérer. Donc, du coup, ok, je te vois, je vais le gérer tout à l'heure. Mais j'ai le droit de les avoir. Comme j'ai le droit d'avoir des réflexions et me dire, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle raconte. Mais oui, vous avez un corps mental, utilisez-le. Personne ne vous dit ce que vous devez ressentir ou pas ressentir. Surtout, ne le faites pas vous, soyez bienveillants. Et ayez et comprenez que vous ayez ces émotions-là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez rajouter ou partager? J'ai juste une question, Véronique. J'ai juste une question. Quand tu dis qu'on a tous une ou plusieurs de ces peurs de base, Ouais. je ne sais pas si tu as compris, on a tous ça. Ouais. Ouais.
On a tous une peur de base, ouais. D'accord. Non, non, je voulais juste être sûre d'avoir bien compris cette phrase, en fait. Après, à vous de voir laquelle est là. Comme je dis, moi, j'ai pas la peur de l'inconnu, j'ai pas la peur de l'insécurité. Mais je me suis déjà trouvée dans des moments où financièrement j'étais, on va dire, en insécurité. Par contre, ce n'est pas pour autant que j'ai eu peur pendant un petit moment, et voilà. Mais je repris le dessus, je me dis bon, bah, ça va y aller, je vais y arriver. Par contre, une personne qui a peur de l'inconnu, si elle est au chômage, par exemple, aujourd'hui, une personne qui a peur de l'inconnu, qui a peur de l'insécurité, qui a peur de tout ce qui va se passer, mais cette personne-là, elle vit un traumatisme. J'ai expérimenté ça une fois lorsque je me suis installé en tant que thérapeute. Et au tout début, vraiment, j'ai vraiment flippé, mais de façon extrême, quoi. Et un jour, j'ai réussi à me dire, OK, j'accueille l'émotion. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué? Ben voilà, toutes les visions possibles et imaginables. Je suis jeté dehors de mon appartement, je suis dans la rue, je suis SDF, bon, j'ai plus moyen de vivre, de me nourrir. Et en fait, plus ça allait, plus ça montait. Et finalement, j'ai vraiment vibré. Alors, toute la journée, par contre, ça a duré toute la journée. J'ai ressenti ça toute la journée, mais du coup, comme j'avais accueilli la chose, c'était pas violent. Et je me sentais vraiment vibrer incroyablement, quoi. Et j'ai senti une énergie extrêmement puissante à l'intérieur de moi. Et je suis allé me coucher le soir et le lendemain matin, cette peur avait complètement disparu. Et chose encore plus sympa, c'est que 3 personnes m'ont appelé pour prendre rendez-vous. Ouais. En fait, je m'étais vraiment libéré de cette peur de manque. En l'accueillant. En l'accueillant, simplement. Et est-ce que dans ta vie, tu as cette peur de l'inconnu, cette peur de l'insécurité? Est-ce que tu l'as? Oui, je pense que je l'ai toujours eu. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, qui a toujours été là, qui est vraiment quelque chose de… Moi, je pensais plus à la peur de l'échec, en fait. Hein. Ah, voilà. Tu vois, donc, quand on a… C'était tout simplement pour dire, quand on a comme ça une peur qui est là, à un moment donné, parce qu'on a tous, on peut tous avoir peur de ne pas avoir assez d'argent à un moment donné, hein, naturellement, ou de la solitude, où on peut tous avoir cette problématique-là à un moment donné, mais une personne qui a peur de la solitude, par exemple, ne va pas pouvoir s'en débarrasser aussi vite, aussi rapidement. Une personne qui a peur de manquer ne va pas pouvoir s'en débarrasser aussi vite. Et va rester coincé, va rester marié, va rester dans un travail qui ne convient pas, va surtout pas prendre des risques pour se mettre à son compte, par exemple. Oh Dieu, non, je peux pas. Je ne sais pas comment tu fais. J'aimerais bien, mais si je ne suis pas certaine que j'ai un boulot derrière, je ne peux pas. C'est pour ça que certaines personnes, genre magnétiseurs ou autres, que je connais, ne vont pas arrêter leur travail. Ils font ça depuis 20 ans, 25 ans, mais ils ont un boulot fixe, ils travaillent pour l'État, ils ont un boulot hyper sécurisé et ils ne vont pas le lâcher parce qu'ils ont trop peur. Ça a été mon cas pendant 20 ans. Hein. Voilà, parce qu'il y a justement cette peur de l'inconnu. Et si tu as peur de l'échec, en plus, tu peux dire, mais je ne vais pas réussir. Plus que je ne vais pas avoir d'argent. Parce que je pourrais travailler n'importe où. Mais je n'arriverai pas à gagner ma vie parce que je ne suis pas assez bien. Ok. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez rajouter? Je vois l'heure. Il est quand même 21h30. Certaines personnes télétravaillent ou travaillent demain. Vous avez d'autres choses à dire? Non, c'est tout pour moi. Très bien.